On dirait que c'est comme si la terre l'avait avalé. On a vraiment fouillé partout, cherché dans tous les petits coins et on n'arrive pas à retrouver M. Forton. Il y a l'hypothèse de l'accident, l'hypothèse d'une agression qui a mal tourné, d'une situation dans le restaurant qui a dégénéré. Nous n'avons aucune idée si nous cherchons Jacques Forton mort ou vivant. Nous espérons bien évidemment qu'il est en bonne santé quelque part. La taverne-restaurant Le Vendôme, chaussée de forêt à Ruysbroek, non loin du ring, de la sortie Drogenbos, non loin du canal, non loin de la Seine aussi. C'est là qu'on a perdu la trace de Jacques Forton il y a un peu plus d'un an, le 14 novembre 2015, vers 1h du matin. C'est triste. Normalement, on dit toujours pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais c'est pas mon cas. Ce jour-là, c'est vraiment un jour dont je n'aurais plus vraiment parlé, mais bon. L'émission Farouk, diffusée sur la chaîne flamande VTM, a organisé une reconstitution au Vendôme de cette soirée du 14 novembre, sous le regard des policiers et du parquet de Bruxelles. Ce soir-là, donc, Jacques Forton, son épouse Magdalena Turcea et le fils de celle-ci décident de faire une sortie. Ce sera au Vendôme, en Isère, une cuisine classique. Magda connaît la patronne, d'origine roumaine comme elle. J'avais pris mon fils avec pour lui présenter le fils de la patronne, pour se connaître, pour changer des idées, pour jouer ensemble. Ils ont le même âge. Ça m'a fait plaisir aussi de rencontrer une ancienne amie que je n'avais pas vue depuis des années. Présent également ce soir-là, le musicien-chanteur Mariano Argiolas, un ami de Magda qui chante parfois avec lui. Mariano qui mange d'ailleurs à la table du couple. Pour lui, la soirée se déroule plutôt bien. J'ai vu qu'ils ont dansé parce qu'elle chante des chansons, il a chanté une chanson et après elle va chez son mari, après elle revient, elle chante encore, elle fait comme ça. C'est pas vraiment qu'elle reste pas là toute la soirée, non. À côté de moi, non. Mais donc j'ai vu qu'ils ont dansé, une belle soirée, sympa. Seulement à la fin, ils sont disputés un peu, mais pas grave. C'est pour ça que c'est bizarre. Magda ne le cache pas. En fin de soirée, elle était en colère contre son mari. Pourquoi? Parce que son comportement n'a pas été très correct. J'ai estimé surtout que j'ai été là. Bon, ça m'a mis en colère. Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Il a dragué votre ami? Ça n'a plus d'importance. Je pense que c'est pas ça qui va changer la situation. Donc, ça n'a plus d'importance. Ça m'a fait mal de toute façon. Donc, ce que j'ai vu, c'était pas mon imagination. Donc, j'ai vu ce que j'ai vu. On m'a confirmé par après. Apparemment, Jacques a bien profité des moments où son épouse est occupée à chanter avec Mariano pour draguer la patronne du Vendôme. Jean-Marc Fontaine est policier à la crime à la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Il confirme que l'ambiance en fin de soirée n'est plus vraiment au beau fixe. Donc minuit et demi, 1h du matin, là, les clients commencent à partir, on commence à remballer un petit peu le matériel, à faire un petit peu d'ordre, à sortir, et donc c'est le moment du départ. Et donc effectivement, le monsieur Argiolas, madame Turcea et monsieur Forton vont sortir de l'établissement, et là il commence à y avoir des petites tensions. Pas vraiment une bagarre, mais les époux Forton-Turcea en viennent quand même un peu aux mains. Vous vous êtes frappé? Bousculé? Frappé, c'est un grand mot, mais... Secoué? Un petit peu, oui. C'est lui? J'étais un peu méchant, non, c'est moi. C'est vous? Non, c'est moi. Toujours est-il qu'il est tard et qu'il faut songer à rentrer.
Et j'ai vu que Jacques, il marchait un peu mal, donc j'ai vu, et je me suis proposé pour l'accompagner, à tous. Et je lui ai dit, Jacques, je vous accompagne à la maison. Il a dit non, on fait comme ça. Et après, quand je portais le matériel dans la voiture, il était là encore, et je me suis proposé de nouveau, allez Jacques, je vous accompagne tous. Il lui a dit non, non. Et sa femme, elle a dit oui. Sa femme et son fils, ils sont rentrés dans ma voiture. Jacques annonce qu'il rentre à pied. Son épouse et Mariano n'insistent plus pour essayer de le convaincre. Ça ne sert visiblement à rien. C'est quelque chose qu'il faisait relativement souvent, visiblement, d'après certaines déclarations que nous avons dans le dossier. Bon, à un certain moment de la soirée, quand il avait peut-être un peu marre de certaines situations, là, ce monsieur décidait de rentrer à pied. Donc c'est pas quelque chose qui est vraiment intriguant. Elle a toujours eu cette habitude. Une fois, elle est venue de Uccle à Molenbeek. Mais elle a mis 2 heures, mais elle est arrivée à la maison. Mais tu as du courage, je lui ai dit. Se promener comme ça pendant la nuit, alors que les gens, en pleine journée, se font agresser. Je dis, ça veut dire que tu as du courage. Donc j'avais l'habitude, moi, dans ma tête, j'ai pensé qu'il va un petit peu se calmer, qu'il va faire son petit tour habituel et qu'il va revenir. Au Vendôme, lors de la reconstitution, Magdalena évoque la dernière image qu'elle a de son mari. On était fâchés. On était fâchés, mais je me suis dit, ça va passer, donc c'est rien de grave, demain on va s'expliquer. Évidemment, demain, je pense que j'aurais mis fin à cette relation. Non, je n'appréciais pas. Tant que moi je suis droite dans mes chaussures, donc je suppose qu'il aurait dû faire la même chose. À mon avis, il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait, parce que sinon, moi je ne vois pas la raison pourquoi il aurait fait des gestes pareils. Inadmissible pour moi. Finalement, Mariano Argiolas dépose la jeune femme chez elle à Molenbeek et son fils chez une tante. Pendant tout le trajet, Magda essaie désespérément de joindre Jacques sur son GSM. Son GSM coupé. Peut-être la batterie était plate. Je ne sais pas. Rien. Il est disparu. On dirait que c'est comme si la terre l'avait avalé. Je ne sais pas m'expliquer. Personne, pour le moment, ne peut expliquer cette disparition mystérieuse. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que le GSM de Jacques Forton a été activé pour la dernière fois sur le pylône de Drogenbos. C'est bien le GSM qui a activé le pylône. On ne sait pas où se trouvait M. Forton à ce moment-là. Mais en tout cas, donc, ça indique une sortie de réseau. Parce que le GSM a été détruit, parce qu'il y a une action volontaire sur ce GSM, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on a une heure certaine de sortie de réseau. Et donc c'est 1h37 du matin. 1h37 du matin, une des seules données disponibles de ce dossier. Et depuis, ce GSM n'a plus jamais été activé. Plus jamais activé, ni avec cette carte-là, ni avec d'autres cartes d'ailleurs. Magdalena continuait de payer l'abonnement de son mari pendant des mois et des mois. Pendant 1 an, j'ai payé l'abonnement, en espérant que j'aurais une nouvelle, en espérant qu'il va utiliser ce GSM. Non, il n'a plus jamais été utilisé. Il n'a plus jamais été rallumé. Donc on a tout vérifié. On a retrouvé le GSM, non? On n'a rien retrouvé. Retour sur cette soirée où Jacques a disparu. Magda, que Mariano Argiolas vient de déposer chez elle à Molenbeek, est très inquiète. D'après elle, Jacques ne coupe jamais son GSM. Elle appelle alors un taxi pour aller récupérer sa voiture et voir si Jacques, par hasard, n'est pas revenu au Vendôme. J'ai pris la voiture et j'ai cherché partout. J'ai pris la chaussée du Nierstal où je connaissais quelques bistrots qu'il fréquentait après son travail. Tout était fermé, à part
un seul bistrot dont je ne me rappelle pas le nom. Mais je suis y rentrée, j'ai demandé si quelqu'un avait vu un certain Jacques Forton. Non. Ces recherches ne donneront rien. Magda rentre dans son appartement convaincue que son mari va revenir, mais les heures passent et toujours aucune nouvelle de Jacques. Le lundi matin, la jeune femme va signaler la disparition de son mari au commissariat en bas de chez elle, boulevard Météoui. Ils ont téléphoné à l'hôtel Ibis. Voir peut-être qu'il a été là, se reposer. Non. Ils ont téléphoné à tous les hôpitaux. Ils ont fait de leur mieux. On est venu ici. La première chose qu'on a fait, on a regardé dans son agenda, vérifier c'était qui le premier client où il devait travailler. On s'est rendu sur place, chez le client, ici à Berkem. Pas de nouvelles. En fait, personne, absolument personne n'a de nouvelles de Jacques, comme s'il s'était volatilisé dans la nature. Dans un premier temps, c'est la police locale qui est chargée de l'enquête avant qu'elle ne soit confiée à la police judiciaire fédérale. Une enquête sur une disparition qualifiée d'exceptionnelle par le parquet de Bruxelles. Elle est exceptionnelle dans le sens où monsieur a disparu il y a 1 an, que nous avons lancé un avis de recherche et c'est quand même assez rare que nous avons 0 témoignage suite à cet avis, cet appel aux témoins. Donc plus personne n'a plus revu monsieur Forton après sa disparition. On a vraiment fouillé partout, je vais dire comme ça. On a vraiment cherché dans tous les petits coins et on n'arrive pas à retrouver M. Forton ni vivant ni décédé. Et on ne peut pas dire que rien n'a été fait pour retrouver Jacques Forton. Le DVI est venu prêter main forte aux enquêteurs, comme la cellule Personnes disparues. 2 grandes opérations de recherche ont déjà été organisées, une en mai dernier, l'autre en septembre. Pour la première opération, tout s'est concentré au départ du dernier endroit où le chauffagiste a été vu. À partir de ce point-là, on a élargi le périmètre jusqu'à la borne, donc la dernière borne activée par le GSM de M. Forton. On parle quand même d'un périmètre assez grand. Donc on a sollicité l'appui de la protection civile ainsi que le support aérien de la police fédérale et la brigade canine de la police fédérale qui nous ont assistés ces jours-là à fouiller, donc à effectuer un sweeping systématique du périmètre. L'hélicoptère, les chiens de la police fédérale, des dizaines de personnes, près de 50 en tout, ont participé à ces battues organisées en ligne. Il y a eu l'engagement d'un chien cadavre à plusieurs reprises et donc malheureusement jusqu'à ce jour, aucune trace relevable, aucun indice a été retrouvé. On cherchait pas seulement M. Forton, mais tout autre objet à M. Forton, son GSM, ses vêtements, tout ce qui pourrait être utile à l'enquête. Et donc, vous n'avez rien trouvé? On n'a rien trouvé qui était relevable. Et les policiers ont examiné toutes les pistes, absolument toutes. On arrive sur le ring. La possibilité que Jacques Forton ait pu s'approcher du ring, elle existe? Qu'il ait pu être enlevé aussi, par exemple? Elle existe, c'est une hypothèse sur laquelle on pourrait imaginer aussi travailler. Mais encore une fois, on n'a pas d'éléments qui nous indiquent cela, mais voilà, c'est une possibilité qui est par laquelle M. Forton aurait pu, à un certain moment, se retrouver sur le ring et avoir été pris en charge avec une voiture, par une voiture, ou percuté, ou un accident. La possibilité existe qu'ils soient montés dans une voiture en tout cas. Autre possibilité, celle que Jacques Forton soit tombé dans l'eau, que ce soit dans le canal ou dans la Seine. Ici aussi, cette hypothèse a été vérifiée lors de la 2e opération de fouille. C'était au mois de septembre, on s'est concentré sur les voies d'eau en proximité du point de disparition de M. Forton, à savoir la Seine. On a fait des fouilles sous l'eau. Encore une fois,
avec l'appui de la protection civile, avec l'appui de nos collègues du team DVI. Donc, il y avait une équipe spécialisée, donc des spéléologues au sein du team DVI qui sont investis d'ailleurs dans les parties souterraines de la Seine. Donc à partir de Drogenbos-Reussbroek jusqu'à la gare du Midi à Anderlecht. En tout, plusieurs kilomètres de voies d'eau ont été sondés sans rien donner comme résultat. Les conditions étaient très difficiles pour les gens de la protection civile et les gens du DVI. Il y a une série de pertuis, de trous. Donc on a essayé de les inspecter. On a été confronté à un pertuis qui a 947 mètres de longueur. Ce n'était pas du tout facile pour les gens de la protection civile et les gens du DVI de rentrer là-dedans et d'essayer de fouiller ces endroits. Ces recherches n'ont rien donné non plus. Et les policiers n'excluent pas l'hypothèse selon laquelle le corps de Jacques Forton a été accroché par une péniche dans le canal. Maintenant, encore une fois, tout est possible, on ne dit jamais jamais. Mais c'est en tout cas très rare qu'un corps ne remonte pas. Effectivement, en ce qui concerne les canals, il y a beaucoup de passages de péniches. Mais de notre expertise, il y a pas mal de dossiers où le corps, tôt ou tard, remonte. Ce qui n'est pas le cas ici. Alors, les mêmes questions se posent, toujours. Donc il y a l'hypothèse de l'accident, l'hypothèse d'une agression qui a mal tourné, l'hypothèse d'un règlement de compte. Vous avez l'hypothèse d'une situation dans le restaurant qui a dégénéré. Vous avez l'hypothèse aussi que son épouse pourrait avoir un intérêt à faire disparaître son mari. Voilà. L'hypothèse du suicide aussi? L'hypothèse du suicide a été évoquée, mais je veux dire, aucun élément du dossier ne conforte cette hypothèse-là. Au fil des mois qui passent, le mystère s'épaissit et Magda n'arrête pas de se poser des questions aussi. Vous vous demandez tous les jours où il est? Oui. Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi on lui a fait ça? Tout est possible. Tout est possible. Donc, je ne sais plus. J'espère qu'un jour on va savoir la vérité. Il est grand temps. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait se mettre à ma place, oui. Les familles de ceux qui sont disparus, peut-être, sûrement, parce qu'il y en a nombreux. Il y en a tous les jours. C'est la triste réalité, mais c'est comme ça. Vivre sans savoir, vivre avec le regard des autres, c'est devenu le quotidien de Magda. Magda, qui est la troisième épouse de Jacques, ce bruxellois, chauffagiste plombier, qui a aussi été marié à Daniel pendant 22 ans. C'est un charmant garçon. Il avait une culture générale, quelque chose d'extraordinaire. On a fait beaucoup de voyages. Il m'a appris beaucoup de choses. Il parlait avec tout le monde. Il parlait avec n'importe qui. Il n'était pas 2 minutes quelque part que ça y était. Il parlait avec les gens. Toujours prêt à rendre service? Alors là. Et alors quel grand cœur, parce que qu'est-ce qu'il avait bon cœur. Oui. Il n'a jamais roulé quelqu'un. Au contraire, s'il y avait moyen de réparer quelque chose, au lieu de faire des frais énormes et remplacer, ça ne faisait pas. Non, ça c'était dans sa mentalité. Il avait une clientèle importante? Très. Partout dans Bruxelles? Partout dans Bruxelles, que ce soit Jet, XL, partout. Il allait même en province. Jacques, qui n'arrête pas de travailler et qui aime aussi faire la fête. Après son travail, il pouvait boire un verre, donc c'était pas interdit. Mais la situation, ça a changé un petit peu depuis qu'on s'est mariés. Donc il devait venir à table. L'heure c'est l'heure. Voilà, on est une famille ou pas. Une situation qui a parfois posé problème au sein du couple. Et Magda, son épouse, reconnaît avoir dû faire parfois preuve de fermeté.
Moi, je vais téléphoner de temps en temps. Est-ce que je peux mettre la viande dans le four ou pas? C'est vrai, des fois, ça tarde un petit peu avec des amis, boire un verre. Mais bon, sinon, il n'est jamais parti de la maison. S'il voulait partir, il faisait une promenade et il revenait. Ce que Magdalena ne raconte pas, c'est que parfois aussi, Jacques n'était pas que gentil avec elle. Mariano Argiolas peut en témoigner. Vous saviez qu'ils s'étaient déjà disputés avant? Oui, un peu, oui. Mais toujours rien de grave. Et qu'il avait frappé dessus aussi une fois? Une fois que j'étais à faire des répétitions chez eux, oui, j'ai vu qu'il était un peu noir. Je sais quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il est rentré pas bien, il m'a frappé. Donc, oui. Et il y a longtemps de ça? C'était quelques mois avant de les jours-là. Quoi qu'il en soit, l'enquête est au point mort. Pas le moindre témoin pour indiquer la direction qu'aurait prise Jacques Forton ce soir-là en sortant du Vendôme. Personne n'a rien vu ici, dans la rue? On a beaucoup cherché. On n'a pas forcément eu des témoignages qui nous ont permis de pouvoir progresser dans notre enquête. Avoir du bruit, oui, dans la rue, mais pas avoir vu quelque chose de vraiment particulier. Ça, on n'a pas eu d'éléments comme ça. Pas le moindre témoin, pas la moindre image de vidéosurveillance non plus. Les policiers n'ont pas pu récupérer les images de la caméra de l'hôtel Ibis situé juste en face du Vendôme. Bref, un travail très compliqué pour les enquêteurs. C'est quand même assez rare. Depuis quelques années, ça fait quand même quelques années que je suis magistrat de référence pour les disparitions ici à Bruxelles. Nous avons des dossiers comme ça, des dossiers que nous n'arrivons pas à clôturer, mais c'est quand même assez rare que nous avons vraiment aucune trace comme dans ce dossier-ci. Même si durant l'enquête, des personnes ont été suspectées, des personnes qui auraient peut-être eu un intérêt à tuer Jacques Forton. C'est très difficile parce que M. Forton menait une vie assez simple, pour le dire ainsi. C'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, c'était un indépendant typiquement bruxellois, je vais dire. Il travaillait la journée, il prenait son petit verre dans le café au coin de la rue. Il avait une vie familiale assez stable, donc nous n'avons pas vraiment de raison pour penser que quelqu'un lui en voulait. Mais ça n'empêche pas que voilà, des gens peuvent quand même avoir des idées criminelles, où il est victime d'un accident, où il a décidé un jour de refaire sa vie ailleurs. Plusieurs personnes ont d'ailleurs été entendues dans le cadre du dossier. Toujours en tant que témoin dans cette enquête de recherche, mais à chaque fois, on est revenu à zéro. Ça ne nous a pas donné une nouvelle piste à exploiter. Danielle, elle, est formelle. Jacques ne se serait jamais suicidé. Non, ça, vous pouvez carrément... Non. Non. C'est pas dans sa mentalité. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu choisir de disparaître et refaire sa vie ailleurs? Non. Il n'aurait jamais abandonné toute sa clientèle qu'il avait ici. Il faisait passer ça en premier lieu. Pour Daniel, il reste peut-être l'hypothèse de l'agression. Jacques avait toujours beaucoup d'argent sur lui. Oui, énormément d'argent. Pourquoi? Écoutez, il allait chez FAC, il allait chez ci, il allait chez là, il devait acheter du matériel et il payait, c'est pas en se baladant avec très peu d'argent qu'il savait acheter. Est-ce qu'on aurait pu l'agresser pour lui voler son portefeuille? Dans un premier temps, c'est ce que j'ai pensé. Plus maintenant? Je ne sais plus quoi penser maintenant. Vous savez, quelqu'un qui se trimballe avec plus de 2000 €, si vous le tuez pour ça, il faut encore se débarrasser du corps. Hein. Et pas.
franchement. Aujourd'hui, en désespoir de cause, le parquet et la police judiciaire fédérale lancent un nouvel appel à témoins. Nous recherchons en fait tout élément qui nous permet de pouvoir avancer dans cette enquête. Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose à un certain moment, d'une direction, d'avoir rencontré M. Forton, pas forcément sans s'en rendre compte, mais avec le souvenir qui pourrait se dégager par rapport à certaines images, de dire bah, tiens, c'est vrai, j'ai pu l'avoir rencontré à cet endroit-là et il avait tel comportement ou il a pris telle direction. Ça, cet élément-là nous intéresse évidemment. Les forces de l'ordre qui espèrent que cette reconstitution dans les mêmes conditions climatiques qu'il y a un an pourrait raviver les mémoires d'éventuels témoins, notamment si Jacques Forton est parti à pied vers les peupliers situés en face du Vendôme. Le fait de se retrouver maintenant dans les mêmes, vous le disiez très justement, conditions atmosphériques avec les feuilles des arbres qui sont en train de tomber, pour nous ça peut avoir un intérêt et une importance parce qu'au niveau du témoignage, quelqu'un aurait pu voir quelque chose dans certaines conditions et pas dans d'autres. Donc effectivement, pour nous c'est important. Aujourd'hui, vous recherchez un Jacques Forton mort ou un Jacques Forton vivant? Nous cherchons surtout Jacques Forton. Nous n'avons aucune idée si nous cherchons Jacques Forton mort ou vivant. Nous espérons bien évidemment qu'il est en bonne santé quelque part, mais nous ne pouvons pas évidemment exclure la piste du décès. Magdalena Turcea ne sait pas non plus aujourd'hui si son mari est toujours vivant ou s'il est mort. Elle explique que sa vie ressemble à un cauchemar depuis le 14 novembre 2015. Je pense que je ne méritais pas ça et que personne ne mérite ça. Personne.